et bienvenue à cette conférence qui porte sur la pyrogasification pour injection de gaz dans les réseaux. Donc, une nouvelle conférence sur la thématique de la journée qui est celle des gaz verts. Donc, la pyrogasification, c'est une filière qui permet de valoriser des déchets résiduels solides. Et aujourd'hui, on va vous parler à la fois de cette filière en France et également des démonstrations de production de biométhane. Donc, cette conférence, elle s'articule en 3 temps. Donc, tout d'abord, on va vous présenter le contexte et les enjeux de la filière française de pyrogasification pour injection de gaz dans les réseaux. Donc, je vais réaliser cette première partie de la présentation avec mon collègue Bertrand. Donc, moi, je m'appelle Sandy Sénéchal, je travaille à GRT Gaz en tant que chef de projet sur la pyrogasification. Et je suis accompagnée pour cette première thématique par Bertrand Simon, qui travaille également avec moi à GRT Gaz en tant que directeur de projet transition énergétique. Puis, après vous avoir présenté le contexte et enjeux de la filière, on va se concentrer sur 2 exemples de démonstration de production de biométhane injectable dans les réseaux. Un premier exemple que je vous présenterai, un exemple au niveau européen, donc le projet Gobigaz en Suède, qui a démontré à taille industrielle la production de gaz injecté dans les réseaux. Puis Marion Maheu, d'Engie, chef de projet de Gaïa, vous présentera les succès de cette plateforme à Lyon. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de poser vos questions au fur et à mesure dans le chat et de répondre à la fin de chaque temps de présentation à vos questions au fur et à mesure qu'elles se posent. Donc, tout d'abord, le contexte et les enjeux de la filière pyrogasification pour injection dans les réseaux de gaz. Bonjour Bertrand Simon. Alors GRT Gaz est un transporteur de gaz en France aux côtés de Terega. Donc nous transportons le gaz sur l'ensemble, sur 80% du territoire. Notre mission essentielle est finalement d'accueillir le gaz qui vient au point frontière sous forme gazeuse ou liquide par terminaux méthaniers, et puis de le transporter sur l'ensemble de la France jusqu'aux clients industriels importants ou aux centres de consommation, notamment les principales villes. Nous opérons un réseau de transport de gaz d'un peu plus de 33 000 km, ce qui correspond peu ou prou au kilomètre de voies ferrées en France, pour vous donner un ordre de grandeur de l'étendue du réseau. Et on transporte plus de 700 TWh de gaz par an, ce qui est supérieur à la consommation électrique française par an. Donc une grande quantité d'énergie transite par la France, les 3/4 étant consommés sur la France et un bon 20% repartant dans d'autres pays voisins. Alors, pourquoi GRT Gaz ici? Eh bien, GRT Gaz s'inscrit résolument dans une vision de neutralité carbone en 2050. Notre vision, c'est qu'en 2050, le gaz qui doit passer dans notre réseau de transport devra être décarboné, en ligne avec les objectifs que l'Europe s'est fixés. Et pour ce faire, finalement, nous croyons résolument en la capacité de la France à produire son gaz sur son territoire. Et c'est la raison pour laquelle on s'investit pour soutenir les filières de production de gaz renouvelable et bas carbone. La première d'entre elles, qui est la méthanisation, qui a déjà pris son envol et qui est en train de monter en puissance en France, commence à produire des résultats tangibles. Cette nouvelle révolution de gaz sera suivie par la pyrogasification, qui a un potentiel important en matière de production de gaz. Et puis ensuite, dans un troisième temps, viendront la gasification hydrothermale et l'hydrogène, qui devraient pouvoir prendre le relais et compléter le dispositif.
Donc, Voilà. avant de commencer à vous parler de la pyrogasification pour injection plus en détail, on vous propose d'introduire cette conférence par une petite vidéo. Pour réussir la transition énergétique, toutes les filières de production d'énergie renouvelable doivent se mobiliser. Afin d'atteindre cet objectif, tout en favorisant le développement d'une économie circulaire, il est possible de transformer de nombreux résidus en énergie verte et locale, massivement stockable grâce aux infrastructures de gaz. Grâce à la pyrogazéification, nous, GRT Gaz, pensons qu'il est possible de valoriser ces déchets produits localement, jusqu'ici peu ou mal valorisés, par les filières traditionnelles. Qu'ils soient d'origine renouvelable, comme des résidus d'exploitation sylvicole, agricole, vinicole ou industrielle, ou d'origine non renouvelable, comme les plastiques, les déchets d'ameublement, les emballages d'origines alimentaires. Ces déchets peuvent servir à produire un gaz vert. La pyrogazéification consiste à chauffer des matières riches en carbone à une température comprise entre 850 et 1500 degrés Celsius. Cette opération a pour but principal de décomposer la matière en différentes molécules gazeuses. Ce mélange de molécules, appelé gaz de synthèse, est principalement composé de dihydrogène, de monoxyde de carbone, de dioxyde de carbone et de méthane. Les molécules obtenues sont alors recombinées pour produire un gaz injectable similaire au gaz naturel. Une fois injecté dans les réseaux, ce gaz produit dans les territoires à partir de ressources disponibles localement vient en substitution du gaz naturel importé. Les territoires devront réduire de 50% les quantités de déchets actuellement mises en décharge et 100% des plastiques récupérés devront être valorisés. Ce qui porte le potentiel de production de gaz vert produit par pyrogazéification injectable dans les réseaux de 75 à 140 TWh. Cela représente environ un tiers du gaz présent dans les réseaux. En connectant les énergies d'avenir, le réseau de transport de GRT Gaz sera le lien entre les ressources disponibles dans les territoires mais peu valorisées et les usages de demain. Alors après cette... Allô? Oui, je pense. On t'entend, Bertrand. Oui, parfait. Après cette petite vidéo assez didactique, finalement, la pyrogasification, où se situe-t-elle et à quels enjeux répond-elle? La pyrogasification pour injection en France répond à deux principaux enjeux. Le premier, c'est l'enjeu de traiter et valoriser nos déchets que nous produisons sur notre territoire. Et le deuxième enjeu est un enjeu de production de gaz renouvelable, comme je le disais tout à l'heure. Sur le premier enjeu, l'Europe, et plus précisément la France, font face aujourd'hui à un accroissement des déchets et à un besoin de maîtriser ces déchets, d'en diminuer le volume et de mieux valoriser les résidus ultimes que nous ne savons pas valoriser par ailleurs. Elle s'est donc dotée d'outils législatifs contraignants de façon à amener la société civile à atteindre ces objectifs. Notamment, on peut citer un certain nombre de lois, dont en particulier une qui vise à exiger le recyclage de l'ensemble des plastiques d'ici 2025. Et puis, à cette même date, une exigence de diminuer par 2 le volume de résidus que nous mettons en décharge, en enfouissement chaque année, d'ici 2025. Ce sont des objectifs assez contraignants dans lesquels et l'ensemble des régions en France se sont emparées de ces objectifs dans le cadre de leur schéma directeur pour planifier ça. Donc, il y a un vrai défi de valorisation des déchets pour réussir ces objectifs. On peut également préciser qu'un certain nombre de pays, notamment la slide ici présente celui de la Chine, mais grosso modo commencent à fermer de plus en plus leurs portes des pays tiers
à de l'importation de déchets qui viennent des pays plus développés. Et donc, ça permet aux pays, enfin, ça incite les pays développés à se responsabiliser. Et d'ailleurs, l'Union européenne vient d'adopter très récemment un corpus législatif sur ce sujet-là, qui interdit aux pays, aux principaux pays européens d'exporter un certain nombre de déchets, dont notamment des déchets dangereux ou des déchets non recyclables en dehors de leurs frontières. Il est important également de préciser que la pyrogasification pour injection s'inscrit résolument dans la hiérarchie de traitement des déchets. En effet, elle a pour vocation à traiter et valoriser uniquement les déchets ultimes, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas trouvé de solution satisfaisante en matière de réutilisation ou de recyclage. Voilà pour le premier enjeu. Pour le deuxième enjeu, eh bien, la France s'est également dotée d'un corpus législatif contraignant de façon à viser cette neutralité carbone en 2050, comme je vous le disais. Et un premier jalon a été inscrit dans la loi. En 2030, 10% de la consommation en France devra être produit de façon renouvelable. Voilà le contexte dans lequel s'inscrit la pyrogasification pour injection en France. Et une étude qui a été menée en 2018, coordonnée par l'ADEME, montre qu'en 2050, un tiers du gaz qui sera consommé en France pourra l'être grâce à la pyrogasification. Il y a suffisamment de potentiel sur notre territoire pour assurer un tiers de notre consommation française. Donc concrètement, comment valoriser les déchets résiduels solides, renouvelables et non renouvelables en gaz injectables dans les réseaux? Petite consigne également, si les personnes qui ne parlent pas peuvent également couper leur micro afin d'éviter d'avoir un écho. Sandy, excusez-moi, il y a un écho quand vous intervenez. Oui, tout à fait. Je pense qu'il y avait besoin de couper certains micros. Là, il me semble que c'est mieux, si je ne me trompe pas. C'est beaucoup mieux, merci. Alors, comment produire du gaz injectable dans les réseaux à partir de nos déchets? Donc, tout d'abord, la pyrogasification s'adresse aux déchets résiduels solides, qu'ils soient renouvelables ou non renouvelables. Donc, on porte ces déchets à haute température avec peu ou pas d'oxygène. C'est ce qui différencie la pyrogasification d'autres filières comme la combustion. Donc, en portant à haute température ces déchets entre 700 et 1500 degrés, on décompose les molécules du déchet en un gaz qu'on appelle gaz de synthèse, qui est composé en partie de CH4, de H2, de CO et de CO2. Donc, ce gaz de synthèse, il est ensuite... So this synthesized gas is then purified, it's cleaned, and then the molecules are recombined, hydrogen with CO, hydrogen with CO2. This is what we refer to as methanation. The idea is to maximize the production of CH4. CH4 is the methane that's then injected into the gas networks. So the specific characteristic behind the production of gas from gasification to be injected into the network is that you can use energy that's not intermittent and that can be stored. So this gets rid of any seasonal problems because gas networks can be used to transmit energy later on so that it can be consumed later on. So the different uses, mobility, production of heat or electricity, or gas used as a raw material in industry. So what you have to understand is that for all of the gas production system, there are mature technologies available. So first of all, pyrogasification. So pyrogasification. Donc, on recense déjà plus de 150 projets de pyrogasification dans le monde qui ont vu le jour pour traiter des déchets renouvelables ou non renouvelables, donc biomasse, déchets ménagers et autres.
Donc, c'est une brique qui est tout à fait mature. Les technologies ensuite d'épuration, donc ça, ce sont des technologies qui sont largement éprouvées à l'échelle industrielle, notamment pour traiter les gaz. Et c'est également le cas pour la méthanation. Donc, finalement, étant donné que l'ensemble de la chaîne est mature, on peut conclure que la filière française est prête à être industrialisée. En termes techniques, l'enjeu, c'est finalement de trouver le meilleur couplage de ces technologies pour optimiser la production de gaz injectable dans les réseaux. En termes de rendement, donc depuis le déchet jusqu'à la production et l'injection de gaz dans les réseaux, on est sur des rendements énergétiques qui sont élevés, compris entre 70 et 80% grâce à la valorisation de la chaleur excédentaire qui est produite. Et cette filière de pyrogasification pour injection de gaz dans les réseaux est compétitive à condition d'un accompagnement adapté comme toute filière de production d'énergie renouvelable. Donc, comme on vous le disait, la pyrogasification, c'est d'abord une solution pour valoriser des matières résiduelles qui ne sont pas recyclables ou qui ne sont pas réutilisables. Donc, elle s'adresse à de larges catégories de gisements. Nous, on en a identifié 22 grandes catégories, des gisements qui sont à la fois des matières renouvelables et des matières renouvelables. Donc, typiquement, on peut citer les résidus de biomasse forestière, les bois un peu plus pollués, donc typiquement les déchets d'éléments d'ameublement comme nos tables, qui sont, enfin les tables en tout cas en bois, qui sont polluées avec des solvants. Mais également des déchets non renouvelables tels que les pneus usagés, les déchets plastiques ou encore les CSR, donc CSR pour combustible solide de récupération. Donc ce sont les refus de tri, ils sont produits à partir des refus de tri issus des déchets d'activité économique ou de nos ordures ménagères. Donc une large catégorie d'intrants qui peuvent être valorisés par pyrogasification pour produire du gaz injectable dans nos réseaux. Alors, en Europe, on a une dynamique qui est déjà engagée sur cette filière de pyrogasification pour injection avec des démonstrateurs industriels qui émergent. Donc, on vous parlera plus en détail tout à l'heure du projet Gobigaz. Mais également, on peut voir sur le graphique que vous voyez affiché sur la droite une dynamique européenne qui a démontré la faisabilité de la production de biométhane issu de pyrogasification. Donc, on voit en vert clair sur le graphique les projets qui sont en phase de construction. Donc, la dynamique, en 2008, elle était déjà enclenchée. Aujourd'hui, en tout cas en 2019, on avait 2 projets en cours de construction. Désormais, en 2020, on en a 3 en construction, donc 2 en France et 1 en Angleterre. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que non seulement donc, on a ces nouveaux projets qui voient le jour, mais également les projets qui ont été lancés atteignent leurs objectifs de produire du méthane par pyrogasification, comme typiquement le projet, à titre d'exemple, Gobigaz, qui a injecté dès 2014 du méthane dans les réseaux de gaz. Et donc finalement, on a différents projets et réussites au niveau européen qui permettent de constituer un socle solide à développement de projets commerciaux au niveau européen et en particulier en France. Bertrand, je te laisse la parole pour présenter la dynamique française. Peut-être faut-il que tu actives ton micro. Oui, excusez-moi, je n'avais pas activé mon micro. Oui, en France, on observe également une belle dynamique. On a plus d'une dizaine de projets de pyrogasification pour injection qui ont émergé, des projets publics auxquels il faut rajouter un certain nombre de projets privés qui ne figurent pas sur cette carte car ils n'ont pas encore communiqué à ce stade. Il est à noter que l'ensemble de ces projets sont des projets qui s'inscrivent dans l'économie circulaire des territoires. Ils ont vraiment pour vocation à valoriser les déchets locaux produits sur le territoire. C'est pour ça qu'ils sont, pour la très grande majorité d'entre eux, portés par les collectivités locales
auxquels ces projets rendent un service finalement d'une part de traitement de déchets et d'autre part de production d'énergie localement. Un petit focus parmi tous les projets qu'on vous a présentés sur la carte précédente, 4 projets dans lequel GRT Gaz s'investit et qu'il avait décidé de soutenir, qui sont tous des projets de démonstrateurs visant à produire du méthane à partir d'une chaîne de valeur de pyrogasification et de méthanation, à partir soit de biomasse PRAP, soit des déchets, soit des deux. On peut citer notamment le projet Sainte-Anne avec ETIA, qui est un démonstrateur visant à coupler une pyrolyse très, très bien maîtrisée par la société ETIA avec une unité de méthanation catalytique dans l'objectif de produire du méthane de synthèse. Le projet également dans l'Ouest, à Nantes, Titan 5, avec les partenaires Leroy-Lloyd et Terawatt, dont l'objet est ici de coupler une autre technologie, donc un gazéifieur produit et maîtrisé par Leroy-Lloyd, auquel est adjoint une unité de méthanation biologique, un procédé innovant qui prend son essor en Europe et qui est promis un bel avenir. Si on va plus dans l'Est, dans le côté de la plaine de l'Ain, à l'Est de Lyon, le projet Pleine Énergie qui rassemble un certain nombre d'acteurs du territoire, des collectivités locales, des universitaires, des industriels, qui se sont réunis en vue de concevoir et de construire un démonstrateur également de production de méthane de synthèse afin de traiter les déchets produits localement dans la plaine de l'Ain et de les transformer en gaz. Et puis enfin, pour finir sur ce chapitre, le projet Cometa, porté par les syndicats SICTOM et le SIAP, qui sont les syndicats de traitement des ordures ménagères et des eaux usées, de traitement des boues d'épuration en région Île-de-France. Et ces deux partenaires se sont réunis pour lancer un partenariat d'innovation visant d'une part à cométhaniser la fraction organique des ordures ménagères et les boues des stations d'épuration, de façon à en produire un gaz, et le reliquat, le digestat, la partie solide, finalement d'essayer de la valoriser également en gaz via des unités de pyrogasification et de méthanation, dans une logique finalement de non-retour au sol de ce digestat, car il peut parfois être impropre au retour au sol. Et c'est tout l'enjeu de ce partenariat d'innovation que finalement de mettre au point la bonne chaîne de valeur qui permettra de répondre à ce défi. La pyrogasification pour injection, c'est, comme on le voit, des projets de démonstrateurs et des projets commerciaux qui émergent sur nos territoires, mais c'est également une filière qui est structurée et qui est mobilisée. Donc, on compte notamment plus de 50 acteurs au sein du groupe de travail injection de gaz de synthèse qu'on a le plaisir à GRT Gaz d'animer depuis déjà 5 ans. Donc, ce groupe de travail, il est hébergé au club pyrogasification de la T2E. Donc, la T2E, c'est l'association technique pour l'énergie et l'environnement, donc qui fédère tous les acteurs soucieux de développer des filières d'énergie renouvelables. Et donc, au sein de ce groupe de travail sur la pyrogasification pour injection, on recense l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur pour la production de gaz injectable dans le réseau à partir de pyrogasification, depuis les acteurs du déchet jusqu'aux opérateurs de réseau, bien sûr, et acteurs gaziers, en passant évidemment par les équipementiers, des équipementiers français, des bureaux d'études, mais aussi des acteurs d'influence au niveau national et régional. Alors, cette filière présente à nos yeux de nombreux atouts et c'est la raison pour laquelle nous, GRT Gaz et la filière, on s'intéresse précisément à cette filière. Alors, pourquoi? Tout d'abord, elle présente des atouts particulièrement intéressants sur la valorisation des déchets, comme on vient de le voir de façon extensive,
Et notamment, ce qui peut être marquant, c'est qu'elle s'intéresse à des déchets dont on ne sait que faire finalement. Aujourd'hui, des déchets qui sont enfouis dans nos décharges publiques. Et ce que propose la pyrogazification, c'est finalement d'arrêter d'enfouir de ces déchets et de les transformer en ressources. Et puis enfin, elle permet de s'adresser à une grande variété de matières résiduelles, comme on vous l'a présenté tout à l'heure. Alors, ne nous y trompons pas, la pyrogazification n'est pas une solution, n'est pas un couteau suisse pour tout. Elle doit être dimensionnée en fonction du type de déchets qu'elle a à traiter, mais il existe dans le monde de la pyrogazification une variété de technologies qui permet de s'adresser à une grande variété de matières résiduelles. Sur le plan des enjeux socio-économiques dans nos territoires, c'est finalement une filière qui permet la création d'unités avec des emplois qui sont non délocalisables, parce qu'évidemment, il s'agit des enjeux propres à nos territoires, et puis des emplois qui sont à différents niveaux de qualification, donc ce qui peut être tout à fait appréciable dans les politiques d'emploi, les politiques publiques, notamment d'emploi dans les régions. Et puis enfin, ce sont des unités qui sont à la taille des territoires. L'objectif, ce n'est pas de créer des grandes usines, mais de créer des unités qui traitent les déchets du territoire et qui peuvent avoir la particularité de ne pas être en centre urbain, mais en périphérie urbaine, là où on peut traiter les déchets et là où il y a également des réseaux de gaz disponibles. Donc, c'est un atout intéressant de notre point de vue dans le cadre de l'intégration territoriale. Enfin, sur les enjeux environnementaux, la pyrogazification pour injection est clairement une filière qui permet une réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre. Sandy vous présentera les métriques tout à l'heure dans le cadre de Gobigaz et ainsi que Marion Maheu sur Gaïa. Et une réduction drastique des fumées et des particules fines. Alors pourquoi ça? Eh bien, on est en pyrogazification pour injection, on n'est tout simplement pas dans les conditions qui sont réunies pour finalement favoriser l'émission de ces polluants, car on est en absence ou en déficit avec très peu d'oxygène, donc nous ne sommes pas dans les mêmes conditions qu'en combustion. Et de ce fait, nous avons une réduction drastique des polluants et des particules fines. Et puis enfin, sur le plan de l'énergie, comme vous le disait Sandy tout à l'heure, on produit une énergie qui est stockable, qui est non intermittente, donc qui peut être consommée plus tard, qui peut être consommée plus loin, et puis pour de multiples usages. Et puis enfin, il s'agit bien de produire le gaz localement, donc de viser une souveraineté énergétique, d'arrêter d'importer des matières fossiles qui sont extraites du sol, et puis enfin de créer de l'activité en France, donc d'améliorer la balance commerciale. Voilà l'ensemble des atouts que nous voyons dans la pyrogazification pour injection, et c'est pour ça que nous pensons que c'est une filière qui a de l'avenir en France. Donc, en quelques chiffres clés, donc la pyrogazification pour injection de gaz dans les réseaux, c'est une filière prometteuse qui représentera en 2030 1 TWh de gaz injecté dans les réseaux, ce qui correspond concrètement à la valorisation de 500 000 tonnes de nos déchets par an, et ce qui permettra également, sur le plan environnemental, de réduire nos émissions de CO2 à hauteur de 165 000 tonnes par an. Donc, la pyrogazification pour injection, c'est une filière, comme on disait, qui est prête à s'industrialiser. Donc, dès 2023, cette filière de pyrogazification pour injection de gaz dans les réseaux sera prête à être industrialisée en France, avec des projets qui sont à taille des territoires. Donc, quand on parle de projets à taille du territoire, la puissance moyenne des projets de pyrogazification en France, elle est comprise entre 2 et 30 MW de CH4. Donc, ça correspond, pour ceux qui sont plus familiers avec des tonnages d'intrants, à la valorisation de 5 000 à 100 000 tonnants d'intrants par an, ce qui permet de valoriser finalement des gisements locaux à la maille des territoires en produisant de l'énergie localement.
Donc, concrètement, mais GRT Gaz, fort de cette conviction, finalement, soutient la filière d'une part en animant les réflexions nationales et la filière nationale, en fédérant les acteurs, et puis d'autre part, en accompagnant et en soutenant des projets en territoire et en accompagnant l'innovation qui permet de rendre ces technologies encore plus efficaces. Donc nous sommes vraiment à l'écoute des territoires et des porteurs de projets pour les accompagner dans l'émergence de leurs projets. Donc, pour conclure, en quelques mots, la pyrogazéification pour injection de gaz dans les réseaux, c'est avant tout une solution de valorisation de nos déchets pour produire localement du gaz injectable dans les réseaux. Donc, c'est une filière dynamique en France. La dynamique, elle s'illustre à la fois par la mobilisation des nombreux acteurs de la filière, mais également via l'émergence de projets commerciaux et de démonstrateurs sur notre territoire. Donc, je vous propose de clôturer cette première partie de la conférence par une session de questions-réponses en 5-10 minutes. Donc, n'hésitez pas à intervenir sur le chat pour nous poser vos différentes questions. Alors, je vois tout d'abord une première question sur le rendement de la pyrogazéification sans valorisation de la chaleur. Donc, le rendement de la brique pyrogazéification en tant que telle est de 80% environ. C'est un rendement, bien sûr, qui varie en fonction des intrants traités et également des technologies employées. Pour être peut-être plus précis, on le verra ensuite via le projet Gobigaz. Peut-être que votre question, Claude, portait sur le rendement de l'ensemble de la chaîne sans valoriser la chaleur. Donc, si on prend en compte le rendement depuis le déchet jusqu'à la production de méthane par pyrogazéification, on est sur des rendements autour de 60% de rendement méthanogène. Nous, on parlait du rendement énergétique intégrant la chaleur qui, pour rappel, est compris entre 70 et 80%. Ensuite, une question par rapport à la diversité des intrants qui peuvent être valorisés en pyrogazéification. C'est vrai, on vous a parlé de résidus de biomasse forestière. Donc ça, c'est des intrants qu'on peut qualifier de propres. Donc des intrants plus pollués tels que le bois-B, des pneus, des CSR. Et donc, quel pourcentage de ces déchets compliqués peuvent être injectés dans le système? Bertrand, tu avais commencé à répondre un peu à la question. Je te laisse donner plus d'éléments de précision. Attends, sur le pourcentage des déchets compliqués qui peuvent être injectés dans les systèmes. Entre bois, pneus, CSR. Oui, alors mais globalement, les déchets, certaines unités sont dédiées à traiter ces déchets compliqués. Donc, on peut avoir des unités qui traitent uniquement des CSR ou uniquement du bois B. Ça, c'est possible. On peut avoir également des unités qui traitent un mix des deux. En fait, pour une technologie donnée, finalement, l'idée, c'est bien en fonction des intrants qu'on a à traiter et en fonction des produits que l'on veut faire, de choisir les bons attelages en matière de technologie et les bonnes conditions opératoires. Mais concrètement, on a des unités qui peuvent traiter 100% d'un déchet compliqué, voire un mix des déchets compliqués. Voilà, donc tout est une question de dimensionnement de l'unité par rapport aux déchets ou au mix de déchets qu'on souhaite traiter.
Alors, il y a une question, est-ce que les volumes produits permettront d'être injectés sur le réseau de transport ou seront dédiés au réseau de distribution pour des besoins locaux? Alors là, en fait, les volumes produits peuvent être soit injectés sur le réseau de transport, soit sur le réseau de distribution. La solution qui serait choisie sera sans doute liée à sera sans doute liée à la proximité du réseau et donc on choisira le réseau qui est le plus proche. En général, c'est comme ça que ça se fait. Et ensuite, il existe des solutions, pour faire en sorte que ce gaz qui est injecté, soit distribué, soit localement, soit s'il n'y a pas de besoins locaux, ce gaz pourra être transporté plus loin. Mmh. Mais c'est souvent l'aspect géographique qui conduira le fait que le gaz sera injecté, tantôt dans un réseau de transport, tantôt dans un réseau de distribution. Sachant que ils sont interconnectés, bien entendu. Ensuite, on a plusieurs questions autour des sources d'énergie utilisées pour le procédé, d'où provient la chaleur utilisée pour la pyrogazéification. Ce qu'il faut voir sur l'ensemble de la chaîne, c'est que, alors, peut-être que je vais revenir sur le schéma pour illustrer. Hop, voilà. Donc ici, la brique de pyrogazéification, donc il faut monter à 700 à 1500 degrés. Donc on a un besoin d'énergie pour alimenter la pyrogazéification. Donc au début, on a besoin de ce qu'on appelle d'une énergie d'activation pour finalement activer le procédé. Et ensuite, sur l'ensemble de la chaîne, on est exothermique. Donc à partir du moment où finalement l'ensemble de la chaîne est lancé, elle peut s'auto-entretenir. Peut-être ce qu'on peut préciser, Sandy, sur les questions, si tu me permets. Oui, bien sûr. Oui, donc en fait, donc Marie-Maheu NJ, en fait, sur la partie exothermicité, donc effectivement, quand on est en régime transitoire, on a besoin d'apporter de la chaleur pour monter en température. Et en fait, pourquoi après on est globalement exothermique? Parce qu'en fait, on va utiliser une partie, donc dans la gazéification, en fait, on produit un char. Ce char, en fait, est lui-même utilisé après dans la partie combustion. Et donc, c'est la combustion de ce char qui permet justement d'apporter la chaleur nécessaire à la gazéification. Et ce qui fait qu'une fois qu'on est en fonctionnement, ça permet déjà d'apporter une partie de la chaleur. Et d'autre part, on va recirculer une partie aussi du gaz de synthèse qui est produit pour le brûler, pour pouvoir également apporter le complément de chaleur nécessaire pour entretenir la réaction. Et après, effectivement, comme disait Sandy, la méthanation est exothermique et donc on va aussi avoir de la chaleur excédentaire. Et donc pour répondre à la question, je crois qu'il y avait une question sur les rendements. Sans chaleur, effectivement, au global, on est aux alentours de 60 à 70% sur toute la chaîne. Mais par contre, quand on va valoriser la chaleur, on va atteindre effectivement jusqu'à 80-85% de rendement global sur toute la chaîne. Merci pour ces précisions, Marion. On verra effectivement plus précisément ces sujets, à la fois illustrés par le projet Govigaz et puis bien sûr par le projet Gaïa. Il y a une question sur la valorisation des sous-produits type biochar. Y a-t-il des réflexions sur le sujet? Alors oui, il y a clairement des réflexions sur le sujet. Il y a un certain nombre d'entreprises dynamiques en France qui s'intéressent sur le sujet. Les sociétés Etia et Hafner Energy, pour ne citer qu'elles, sont des sociétés qui réfléchissent avec un ensemble de partenaires universitaires sur la valorisation de ce biochar. Il peut être utilisé en fait, lorsqu'il est bio, il peut avoir de multiples utilisations vertueuses. Ça peut être en amendement organique. Il peut être également utilisé dans des dispositifs de filtration, d'épuration. Il a également un fort contenu énergétique, donc c'est une énergie renouvelable qui peut être utilisée pour fabriquer de l'énergie. Il a également, au-delà de l'amendement organique, des vertus de rétention d'eau. Donc voilà, il y a un ensemble de réflexions sur le sujet. Il y a déjà des applications concrètes
qui existent pour la valorisation du biochar. Certaines réglementations en Europe ou dans le monde sont plus avancées pour favoriser la réutilisation de ce biochar. Mais il y a un réel potentiel dans cette valorisation. Après, il y a pas mal de questions. Je pense qu'on finira de répondre par écrit, peut-être pour le reste des questions. Oui, je suis d'accord. Peut-être juste une dernière question. Je suis en train de voir qu'elle est revenue plusieurs fois autour des différents modèles économiques possibles. Donc, c'est vrai qu'on peut envisager deux grands modèles économiques pour simplifier. Bien sûr, après, ces modèles économiques sont à travailler au cas par cas en fonction des intrants traités et puis du couplage de technologies employées, bien évidemment. Donc, un modèle économique qu'on peut voir autour des déchets renouvelables. Et donc là, le biométhane produit, effectivement, peut être... il y a un cadre qui existe autour en France, en tout cas, via la loi énergie-climat, donc qui instaure la possibilité de lancer des contrats d'expérimentation avec des appels à projets qui sont prévus et dont les modalités sont à réfléchir avec les pouvoirs publics pour le soutien des filières innovantes de production de biogaz, dont la pyrogasification de ressources renouvelables pour injection de gaz dans les réseaux fait bien sûr partie. Et on a également un modèle économique aussi qui est possible autour des déchets non renouvelables, via notamment les redevances, puisque la pyrogasification valorise un déchet non renouvelable qui, autrement, ne trouverait pas de meilleure voie de valorisation parce que ce déchet serait destiné à l'enfouissement. C'est vrai qu'effectivement, il y a de nombreuses questions, donc on vous propose de vous répondre par écrit. On est aussi disponible via les rendez-vous permis par la plateforme Bio 360. On a des créneaux de disponibilité pour pouvoir répondre à vos différentes questions. Ou sinon, n'hésitez pas également à nous contacter par mail. Donc, vous avez ici nos contacts. Après cette première partie autour du contexte et des enjeux de cette filière pyrogasification pour injection de gaz dans les réseaux, on souhaite partager avec vous des démonstrations de la production de biométhane à partir de pyrogasification. Donc, tout d'abord, on va vous parler du projet GoBiGaz qui a démontré à taille industrielle la production de biométhane qui a été injectée dans le réseau de gaz. Donc, pourquoi vous parlez spécifiquement de GoBiGaz? Donc, tout d'abord, parce que GoBiGaz, c'est le premier projet en Europe à avoir démontré cette production de biométhane injecté dans les réseaux. Et également parce qu'avec nos équipes de notre centre de recherche et d'innovation à GRTgaz, et également avec Engilab et GoBiGaz, on a mené une campagne de mesure en 2018 pour justement mieux connaître la composition du biométhane produit, et on souhaite vous partager les principaux résultats. Alors pour vous donner quelques éléments de contexte, donc, le projet GoBiGaz se situe en Suède. Donc, en Suède, on a une volonté très forte de décarboner le secteur de transport. Donc, ce qu'il faut voir, c'est qu'en Suède, dès 1980, on avait des bus et des voitures qui sont alimentés au gaz naturel et qui ont été introduits dans la ville de Göteborg. Et en particulier, dès le début du XXIe siècle, la Suède se préoccupe sur des questions environnementales et elle impose une taxe élevée sur les combustibles fossiles et notamment sur les carburants de transport, ce qui permet ainsi de favoriser le développement des filières de gaz renouvelables. Et également, on est en Suède, donc on a une ressource abondante en résidus forestiers.
Donc, l'objectif du démonstrateur GoBiGaz, plus précisément, c'est de pouvoir démontrer la production commerciale de biométhane à partir de biomasse, donc les résidus forestiers, par gazéification, en réduisant ainsi les émissions de gaz à effet de serre via la production d'un biocarburant gazeux renouvelable. Donc, le projet a été mené en 2 phases. Donc, une première phase sur la construction du démonstrateur de 20 MW CH4. Donc, on parle bien, comme vous voyez, on est sur du 20 MW d'un démonstrateur à taille industrielle. Donc ça, c'est une particularité du projet GoBiGaz à garder en tête. Donc, le projet est dimensionné pour des fortes puissances. Donc ça, c'est vraiment une spécificité du modèle et des technologies employées en France, comme on l'a vu précédemment et comme le prouvent également les différents projets qui voient le jour. On est plutôt sur des tailles de projets compris entre 2 à 30 MW de CH4. Dans le cadre du projet GoBiGaz, le démonstrateur avait une taille de 20 MW qui correspond à la valorisation de 90 000 tonnes an d'intrants. Et donc, cette première phase, elle a été réalisée avec succès car elle a permis de produire du biométhane de haute qualité qui est conforme aux spécifications des réseaux de gaz. Donc, quand on parle de conformité aux spécifications de nos réseaux de gaz, c'est tout simplement que ce biométhane qui a été suffisant pour être injecté, pouvoir être utilisé et transporté dans nos réseaux au même titre que le gaz qu'on transporte habituellement. C'est un projet aussi qui a accumulé 12 000 heures de fonctionnement au global sur l'ensemble de son exploitation. Donc, une première phase qui a été menée avec succès. Donc, le projet GoBiGaz était structuré, comme on vous le dit, en 2 phases. Donc, la deuxième phase porte sur la construction de l'unité commerciale à 100 MW, donc finalement un upscaling de ce projet pour pouvoir démontrer la rentabilité économique du processus. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que cette deuxième phase, il a été décidé de ne pas la lancer en raison d'un mécanisme de soutien à l'exploitation qui est non adapté. Donc, pourquoi on parle de mécanisme de soutien à l'exploitation non adapté? Donc, tout d'abord, le mécanisme de soutien, on entend par là le complément de rémunération au biogaz. Donc, on avait à l'époque un contexte un peu plus défavorable sur nos préoccupations environnementales qui finalement dégradaient les prix du biogaz. Donc, on se rappelle de la COP 21, on a été assez déçus des objectifs de réduction de gaz à effet de serre. Et donc, finalement, les objectifs environnementaux étaient insuffisamment ambitieux. Et à cette époque, les gaz renouvelables n'étaient pas suffisamment soutenus en Suède. Et un deuxième élément à garder en tête, c'est que localement, on avait un contexte territorial où le biogaz en Suède n'était pas suffisamment compétitif par rapport au biogaz de son voisin, donc en Danemark, lié justement à un mécanisme de soutien non adapté, puisqu'en Suède, il était basé sur une réduction des taxes, alors qu'au Danemark, il était basé sur un feed-in tarif. Donc, ce qui prouve bien la nécessité d'avoir un mécanisme de soutien à nos filières d'énergie renouvelable basé sur un feed-in tarif pour pouvoir être compétitif et pérenne dans le temps. Donc, au niveau du tour de table de ce projet, donc on a des partenaires de différents types qui ont été réunis. Donc, le premier partenaire, le porteur de projet, c'est Göteborg Energy, donc la régie de la ville de Göteborg qui accueillait sur ses réseaux le gaz injecté. Donc, des partenaires de type équipementier, tels que Valmet pour la section gazéification et Jacobs Process pour la section méthanation, et également des partenaires financiers, notamment E.ON, qui a apporté une subvention. En quelques dates clés, le projet GoBiGaz commence à voir le jour en 2005. Donc, les 4 premières années, donc 2005-2009, ont été consacrées aux études de faisabilité pour ce projet. En 2010 est arrivée la décision d'investissement, notamment via une subvention de 24 millions d'euros accordée par l'Agence suédoise de l'énergie.
donc ce qui permet concrètement de lancer la phase de construction. Donc 3 ans après, la section gazification était déjà achevée, ce qui a permis de mettre en service et de faire les premières gazifications autour de ce projet. En 2014, donc seulement 1 an après, on avait déjà du biométhane qui était injecté sur le réseau. Puis ensuite, en 2005-2018, le projet fonctionnait en continu avec des granulés. Donc, on le verra un peu plus après, mais le projet a été dimensionné pour fonctionner avec des granulés de bois. Mais étant donné qu'on est en fait sur un projet démonstrateur, il y a également des tests qui ont été menés et donc d'autres intrants ont été testés sur ce projet sur le démonstrateur de GobiGaz. Donc, au final, en février 2018, le démonstrateur GobiGaz cumule 12 000 heures de fonctionnement et sa mise hors service de l'unité a été décidée en mai 2018 car le démonstrateur a atteint ses objectifs en termes de qualité du biométhane produit et aussi une deuxième raison, c'est qu'il a été décidé de ne pas réaliser les investissements nécessaires à la poursuite de l'exploitation du projet. Alors, plus précisément sur la question des intrants, donc le démonstrateur GobiGaz valorise des intrants de type biomasse, donc en particulier des granulés de bois, donc des connexes de série. Le projet a été dimensionné pour recevoir des intrants préparés sous forme de granulés. Donc il y a eu 10 000 heures de fonctionnement autour des connexes de série. Les 3 autres intrants qui ont été testés l'ont été sur des périodes différentes, ce qui a permis aussi d'avoir des compositions de syngase en fonction des intrants utilisés. Donc, on a eu des tests autour de copeaux de bois, donc ces copeaux de bois qui étaient issus de résidus de l'industrie forestière qui n'étaient pas utilisés. Le projet a également testé des écorces issues d'une usine de pâte à papier et également du bois de palette récupéré. Donc, l'objectif du démonstrateur GobiGaz, c'est de maximiser la production de biométhane, donc du biométhane qui est injecté dans les réseaux pour un usage mobilité, donc en alimentant une flotte de véhicules. Et donc, sur l'exploitation du démonstrateur, il y a eu la production de 68 gigawattheures de méthane. Et ce méthane, donc, on a pu mesurer précisément ses composés et avoir une vision précise autour de sa composition. Et sa conformité a été prouvée avec le standard biométhane défini à l'échelle européenne. Et donc, ce biométhane produit est tout à fait conforme avec nos prescriptions sur les réseaux français et donc peut être injecté sans aucun souci dans nos réseaux. En termes de technologie, donc on est sur un projet de pyrogasification pour injection, donc des technologies de gasification et de méthanation qui sont employées. La gasification est fournie par Valmet, donc il s'agit de la technologie de l'IFU-disé double de Repotec qui fonctionne à la vapeur. Et en termes de technologie de méthanation, elle a été fournie par Jacobs Process et donc il s'agit d'une méthanation de type catalytique. Donc il y a quelques questions autour de la méthanation biologique, donc 2 grands types de techno de méthanation. Pour rappel, une technologie de méthanation biologique, où finalement c'est un consortium biologique qui digère, pour faire simple, le gaz de synthèse pour produire du biométhane. Et on a une autre façon, donc c'est celle qui a été choisie dans le cadre du projet GobiGaz, de produire du méthane, c'est de le faire de manière catalytique, donc avec un lead catalyseur qui accélère la recombinaison des molécules de CO et d'H2 pour maximiser la production de méthane qui est ensuite injectée dans les réseaux. Alors, tout à l'heure, on avait des questions autour du rendement. Donc là, le projet GobiGaz s'est illustré notamment sur le rendement depuis le traitement de la biomasse jusqu'à la production de méthane. Donc là, on est bien sur un rendement méthanogène sans prise en compte de la récupération de la chaleur.
Et ce rendement méthanogène, dans le cadre du projet Gobigaz, s'est élevé à 63%. Alors concrètement, comment a été réalisée la gazéification sur le projet Gobigaz? Donc ici, sur la droite, vous avez le schéma technique, mais concrètement, il s'agit d'un projet classique de pyrogazéification pour injection de gaz dans les réseaux qui se décompose en 4 grandes étapes. Donc l'étape de gazéification, puis l'épuration du syngas, donc un syngas qui est nettoyé en vue de sa méthanation. Donc l'objectif, en fait, c'est de ne pas désactiver le catalyseur du méthaneur, puis une mise aux spécifications. Donc là, on va retourner sur les problématiques énergétiques. Donc, pour vous décrire un peu plus précisément le process de production de gaz qui a été employé dans le cadre du projet Gobigaz, donc on introduit le combustible, ici on l'a vu, de la biomasse, dans un lit fluidisé où ce combustible est gazéifié avec de la vapeur. Donc, il est gazéifié, on décompose les molécules de la biomasse pour produire un gaz de synthèse composé de CH4, CO, CO2 et H2. Et la partie non convertie du combustible, qu'on appelle char, comme vous expliquait tout à l'heure Marion, elle est transportée vers une zone de combustion où finalement ce char est brûlé pour générer ainsi la chaleur nécessaire au processus de gazéification. Donc c'est pour ça que tout à l'heure je vous parlais de lit fluidisé double, parce qu'on a un lit fluidisé pour la partie gazéification, production de syngas, et un autre lit fluidisé pour la partie combustion qui génère la chaleur nécessaire au processus. Et après, bien sûr, au niveau des fumées qui sont issues de la partie combustion, elles sont nettoyées, ce qui permet ainsi de respecter de manière classique les valeurs limites d'émission. Ensuite, dans une deuxième partie, le gaz de synthèse, il est épuré, donc des particules, des goudrons notamment, via des technologies classiquement utilisées et éprouvées pour le traitement des gaz. Et ensuite, on ajuste, avant la méthanation, le rapport entre l'hydrogène et le carbone pour maximiser la production de CH4 via la méthanation. Et enfin, dans un dernier temps, tout simplement pour que ce méthane produit soit injectable dans nos réseaux, on sèche et on enlève le CO2 résiduel du gaz pour pouvoir l'injecter dans nos réseaux. Alors, comme on vous le disait, le méthane produit, on a pu le prouver, en tout cas en avoir le cœur net via la campagne réalisée entre GRT Gaz, Engie Lab et Trigen et Gobigaz, donc est tout à fait conforme aux standards biométhane européens et peut être injecté dans les réseaux de gaz. Donc, le projet Gobigaz est également permis de fournir des données autour de la composition du gaz de synthèse à partir de l'utilisation de différents intrants. J'ai vu qu'il y avait des questions à ce sujet-là dans le chat, donc la réponse est ici détaillée dans ce tableau. Et en termes de performance environnementale, j'ai également des questions à ce sujet-là. Donc, dans le cadre du projet Gobigaz, l'utilisation et la pyrogazéification de granulés pour injecter le gaz dans les réseaux permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre à hauteur de 80 à 85%, répondant ainsi au facteur de réduction des gaz à effet de serre qui a été défini à l'échelle européenne par la directive européenne sur les énergies renouvelables. Donc, à l'époque, on était sur la directive RED. Donc aujourd'hui, on a une nouvelle version qui sont en cours, donc RED 2 en cours de transposition en France et RED 3 en cours de définition en Europe. Pour les sujets de financement et économique, donc le démonstrateur a été financé majoritairement sur fonds propres par Göteborg Energy, ou la régie municipale suédoise, et a également bénéficié de subventions donc de la part de l'Agence suédoise de l'énergie à hauteur de 24 millions d'euros, et également via un partenariat financier avec E.ON.
Et en termes de coûts de production, en fonction des intrants, on a des coûts de production hors investissement qui sont compris entre 50 et 90 € du mégawattheure. Pour mettre en perspective ce projet, ce démonstrateur GoBigaz, en termes de performance, c'est quand même la première unité à échelle industrielle qui a converti de la biomasse en biométhane injectée dans les réseaux de gaz à partir de pyrogazéification. Le biométhane, comme on vient de le dire, il est de haute qualité puisqu'il est tout à fait conforme à la norme européenne d'injection de biométhane dans le réseau. Et le projet a également atteint ses objectifs de capacité en produisant 20 MW de CHK. Donc, en termes de performance technique, on a aussi des beaux succès à relever, tels que le rendement méthanogène sans prise en compte de la chaleur, donc, qui s'élève à 63%. Également, ce démonstrateur a permis de capitaliser de nombreux retours d'expérience en résolvant les difficultés rencontrées, en menant des activités de recherche, ce qui permet ainsi de constituer un REX, un retour d'expérience et un socle pour les autres projets de pyrogazéification pour injection. Et enfin, sur les performances environnementales, on atteint également des beaux résultats avec la réduction des émissions de gaz à effet de serre entre 80 et 85% selon la directive RED. Alors, pour conclure, en quelques mots sur GoBigaz, c'est un démonstrateur à souligner à taille industrielle de pyrogazéification pour injection de gaz dans les réseaux. Donc, quand on parle de démonstrateur à taille industrielle, ici, on est sur une puissance de 20 MW pour rappel de biométhane, ce qui correspond à la valorisation de 90 000 tonnes par an de bois. Donc, c'est le premier projet en Europe qui a produit du biométhane injecté dans les réseaux. Donc, ce biométhane était utilisé pour alimenter une flotte de véhicules avec un biométhane produit de haute qualité, conforme aux standards biométhane et pouvant tout à fait être injecté dans les réseaux français. On va essayer de résumer au maximum ce projet. Donc, je vous propose de consacrer quelques minutes, 5 minutes, je vois qu'on ne reste plus tant de temps que ça, pour pouvoir répondre aux questions que je vois défiler dans le chat. Alors, j'essaye de remonter au tout début. Bertrand, si hop, tu veux me les poser au fur et à mesure, n'hésite pas. Alors, Jean-Marion, tu as répondu à une partie des questions. Ouais. On a une question par rapport aux performances environnementales sur la réduction des gaz à effet de serre. Donc là, il s'agit de la méthodologie employée dans la directive européenne sur les énergies renouvelables. Donc, on parle de réduction de gaz à effet de serre par rapport à la référence fossile qui est définie dans RED. Donc, par rapport à la production de gaz naturel, plus précisément. Alors, on parlait de conflit d'usage, j'ai entendu dans le chat par rapport au bois. Donc, pour rappel, la pyrogazéification pour injection s'inscrit dans la hiérarchie de traitement des déchets, c'est-à-dire que elle valorise les résidus qui ne sont pas recyclables et pas réutilisables sous forme de matière pour
produire de l'énergie. Il y a une question, pourquoi ne pas avoir continué le fonctionnement pour pouvoir étudier la pérennité du système et optimiser le process? Alors là, il y a des optimisations. Alors c'est vrai que j'ai pas détaillé parce que c'était un peu technique et je connais pas le niveau de connaissance des participants. Donc il y a de nombreuses optimisations qui ont été faites. Je serai disponible pour pouvoir en parler plus en détail au niveau du process qui a permis qu'ils aient plusieurs retours d'expérience pour que ça soit diminuer au maximum la teneur en polluants, réduire les temps de fonctionnement du gazéifieur, optimiser aussi la chaîne d'épuration du procédé. Donc oui, il y a des optimisations qui ont pu être faites sur le projet. Après, c'est vrai qu'il a pu répondre à ses objectifs quand on était dans le cadre d'un démonstrateur. Donc l'objectif du démonstrateur, c'était de démontrer la faisabilité technique de la production de biométhane à partir de biomasse ainsi que son efficacité énergétique. Donc là aussi, on a des optimisations en termes de rendement qui ont été faites pour atteindre les 63% de rendement méthanogène dont on vous a parlé. Le projet de démonstrateur, dans sa première phase, n'avait pas de vocation de rentabilité. La démonstration de la rentabilité économique, c'était l'objet de la deuxième phase et comme on le voit, comme on l'a vu, il a été décidé de ne pas lancer cette deuxième phase parce qu'en Suède, on n'avait pas un mécanisme de soutien adapté pour le biogaz issu de pyrogazéification. Sur les CAPEX, donc, on est sur le démonstrateur. Hein, donc, quand on parle d'un démonstrateur, il n'est bien sûr pas optimisé sur le plan économique. On est sur des CAPEX qui s'élèvent à 125 millions d'euros pour ce projet. Alors, pour les coûts de production, ils sont mentionnés en euros du mégawattheure de gaz produit. Parce que oui, effectivement, s'il s'agissait du prix de l'intrant, ça aurait été très, très cher. Je vois que le temps défile. Je vous propose de passer à la présentation suivante. Donc ici, on vient de voir un exemple de projet européen qui a démontré la production de biométhane injecté dans les réseaux. Donc, on a aussi un autre exemple et un bel exemple en France. Et Marion, je te laisse la parole pour présenter le projet Gaïa. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? C'est bon, Marion. C'est bon? Ok, super. Donc, bonjour à tous. Donc, Marion Maheu, je travaille au centre de recherche corporate d'Engie, l'Engie Lab Crigène. Et donc, je pilote en particulier les activités de recherche sur des projets de pyrogazéification pour la production de gaz renouvelable. Et en particulier, donc, je pilote les activités de R&D autour de la plateforme Gaïa. Sandy et Bertrand vous ont déjà bien expliqué, bien introduit et expliqué la filière, la chaîne de production, etc. Donc moi, je vais vraiment me focaliser sur Gaïa, sa plateforme et les résultats majeurs qu'on a pu obtenir ces dernières années. Donc, très rapidement, sur le projet Gaïa, c'est un projet collaboratif qui est né il y a un peu plus de 10 ans, qui a rassemblé 11 partenaires, dont Engie. Donc, vous avez le panel des partenaires qui ont contribué, qui ont notamment permis d'apporter une expertise sur toute la chaîne de production.
Ce projet ambitieux avait pour but en fait de démontrer la faisabilité à la fois technique, économique et environnementale de cette filière de production qu'on appelle donc de biométhane deuxième génération, donc celle qui vient après la méthanisation. Et également pour Engie, c'était un projet majeur pour préparer et accompagner l'industrialisation qui démarrera donc dès 2023. Donc, c'est un projet qui a reçu le soutien financier de l'ADEME et également la labellisation de la part de Tenerdis, Accelera, etc. Un des enjeux majeurs de ce projet, c'était de démontrer la faisabilité à une échelle semi-industrielle. Et donc, vous pouvez voir ici, en haut à droite, la plateforme Gaïa qui a été construite donc à Saint-Fons, au sud de Lyon, par Engie et qui maintenant est opérée par Engie, donc une filiale d'Engie, Engie Solutions. Donc la plateforme Gaïa, c'est aujourd'hui une plateforme unique en Europe ou même dans le monde, puisque c'est la seule plateforme qui est à l'échelle semi-industrielle qui est en fonctionnement et qui couvre toute la chaîne de l'intrant, donc de la biomasse ou du déchet, jusqu'à la production de biométhane ou de méthane de synthèse. Donc, elle est elle est unique à la fois parce que c'est une plateforme de R&D, donc c'est-à-dire qu'elle est équipée avec beaucoup de capteurs, de moyens d'analyse, vraiment dans toute la chaîne de production. L'objectif, c'est vraiment de monitorer tout ce qui peut se passer en vue d'en optimiser ses performances. Et également, donc, elle a un caractère semi-industriel, donc de par sa taille, et parce qu'on a choisi en fait de la construire et de l'opérer de la même façon qu'on pourrait opérer un site industriel. Et donc, elle est vraiment hautement automatisée avec un système de contrôle complet. Et donc, vous pouvez voir ici en haut à droite notamment les opérateurs en salle de contrôle qui, depuis le bâtiment tertiaire ici, vont contrôler la zone procédé qui se trouve ici. Et enfin, donc, sur les aspects R&D, on a aussi cette faculté à pouvoir adapter, modifier la plateforme. Elle a vraiment été conçue pour être modulaire et flexible. Et donc, aujourd'hui, il y a des technologies qui sont testées, mais on a encore des idées de technologies innovantes. Il y a encore de l'espace pour tester d'autres technologies sur la chaîne de production. Donc, elle a vraiment une vocation de R&D, mais elle a également une vocation de dérisquer et d'accélérer l'industrialisation. Et puis également de partager aussi des résultats, notamment pour communiquer auprès des pouvoirs publics, etc., pour montrer les performances de cette filière et le fait qu'il n'y a pas de risque sur tel ou tel aspect. Donc, je vais vous montrer, je vais vous faire une petite visite virtuelle de la plateforme. Alors, en introduction, donc, vous avez donc, ici une représentation schématique de la plateforme. Donc, vous avez donc une première partie en fait, qui est vraiment le bâtiment tertiaire. Donc, dans ce bâtiment, vous avez la salle de contrôle qu'on voit ici. Et puis, vous avez le laboratoire d'analyse également, qui est un laboratoire d'analyse à la fois dédié pour la plateforme, mais qui est également le laboratoire d'analyse des nouveaux gaz, donc hydrogène, méthane, syngas, etc., du centre de recherche d'Engie. Et puis, vous avez donc la zone technologique ici, qui contient donc la partie réception des intrants, donc de la biomasse ou des déchets, une zone où vous avez le stockage, donc les alvéoles de stockage, et puis toute une zone de pré-traitement, donc que je vais vous montrer, pour préparer l'intrant. Ici, vous avez une zone c'est la zone en fait du cœur, enfin le cœur du procédé, qui est donc la zone de conversion thermochimique. Donc, vous avez le gazéifieur, le lavage et l'épuration du gaz de synthèse, et enfin la méthanation, puis en sortie donc une condensation, une déshydratation du méthane produit. Et puis, vous avez une zone ici, un bâtiment de production des utilités telles que la vapeur, etc., etc. Alors, je vais vous montrer la le laboratoire
qu'on peut avoir dans le laboratoire. Et ici, donc, on arrive dans la suite de contrôle. Donc, on quitte le bâtiment tertiaire pour se diriger vers la zone la première partie. Donc, ici, vous voyez l'arrivée des camions. Vous avez les alvéoles de stockage, des déchets. Ici, vous avez toute la partie pré-traitement. Vous avez une partie déferraillage, une partie criblage, une partie séchage ici. Vous avez également ici, on ne voit pas très bien, mais vous avez 3 trémies de dosage qui permettent de mélanger jusqu'à 3 instants différents avant de s'envoyer vers la zone de conversion via ce grand convoyeur à bande. Donc, Excuse-moi, Marion, vous entendez? En fait, on a constaté que la musique et votre voix se ressemblent. Donc, si vous avez possible... Ah, voilà. Alors, oui, je propose que vous redémarrez, en fait. Ok, c'est reparti, alors. Oui. Au moins, on connaît bien la musique là maintenant, et là, on a envie de vous entendre. Ok, pas de souci. Super. Merci, Marion. Merci. Je vais le faire un peu en accéléré, du coup. Donc, parce que vous avez déjà vu les images. Donc, ici, en fait, c'est donc le laboratoire d'analyse. Donc, vous voyez les équipements présents dans le laboratoire. Ensuite, donc, ici, on arrive dans la salle de contrôle. Donc, vous voyez les opérateurs en train de contrôler, de changer des paramètres opératoires à distance sur les équipements qui sont présents sur la zone technologique. Donc, ici, on quitte le bâtiment tertiaire pour arriver sur la zone technologique. Donc là, vous avez en fait les camions qui arrivent ici, qui déchargent en fait ici la biomasse et les déchets. Ensuite, vous avez ici les alvéoles de stockage, donc des intrants, biomasse ou déchets. Et puis ici, donc, il y a toute la partie pré-traitement, préparation. Donc, vous avez notamment la partie déferraillage, criblage. Vous avez également le séchage ici. Et puis, vous avez ce qu'on ne voit pas bien ici, donc 3 trémies en fait, de dosage et de mélange pour pouvoir mélanger jusqu'à 3 intrants différents. Et ici, donc, vous avez ce grand convoyeur à bande qui permet en fait, d'emmener donc, les intrants jusqu'à la gazéification. Et donc là, on a tout le skid en fait, de conversion thermochimique. Donc, vous avez le gazéifieur qui se trouve ici, l'épuration du syngas qui est également un peu tout imbriqué dans le skid, donc on le voit pas très bien. Et puis, vous avez également la partie méthanation plutôt sur la gauche. Donc, voilà. Donc, pour synthétiser donc, les résultats obtenus jusqu'à présent, donc en fait, le projet Gaïa, en fait, c'était un projet qui avait, on va dire, 4 grands objectifs, donc qui étaient de tester des technologies à la fois disponibles sur étagère, donc notamment le gazéifieur utilisé est similaire à celui qui a été utilisé sur l'unité de Gobigas, qui a été présentée juste avant par Sandy. Et puis d'autres technologies innovantes, notamment brevetées par Engie. Donc, il faut savoir qu'on a déposé environ 10 brevets sur toute la chaîne de production. Et donc, c'était un des enjeux majeurs, justement, c'était de ne pas reprendre ce qui était, des technologies qui étaient matures et disponibles sur étagère, puisqu'on a vu qu'effectivement, on arrivait à des coûts de production assez importants. Et donc, grâce aux innovations déposées par Engie, on a un potentiel de réduction par rapport à l'état de l'art de environ 40 € du mégawattheure. Donc, notamment, si je fais un parallèle avec Gobigas, nous, on a beaucoup changé la brique méthanation. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez le schéma montré par Sandy. Donc, on voyait qu'il y avait une grande partie qui était occupée par la méthanation. Et notamment, il y avait presque, si on les additionnait, environ 4 à 5 réacteurs entre du water gas shift, de la pré-méthanation, 3 réacteurs de méthanation. Alors que sur Gaïa, en fait, on a un seul et même réacteur qui fait tout.
et qui permet en fait d'économiser beaucoup en place et donc aussi en coût. Et puis, donc, on avait aussi pour objectif de développer des outils pour préparer l'industrialisation. Donc, en fait, on est capable de délivrer en fait comme un livre procédé en fait avec le dimensionnement, tous les documents procédés qu'il faut pour une unité. Et puis également, donc bien sûr, quand on parle d'une filière de gaz renouvelable, donc on a également mené des analyses de cycle de vie tout au long du projet. Qui ont été notamment soumis à revue critique donc par un panel d'experts externes. Et donc, les résultats majeurs sur ça, c'est donc sur l'ancienne, la base qui est mise à jour régulièrement, mais en tout cas sur l'ancienne version de la base. Donc, on était à 64 grammes par kilowattheure de biométhane produit. Et donc, ça fait, quand on se place dans la méthodologie RED 2 et qu'on veut comparer, par exemple, par rapport à un carburant fossile de référence, donc on a une réduction d'environ 80%. Et donc, en termes de résultats majeurs sur la plateforme, donc on a démontré qu'on était capable de produire du biométhane à partir de biomasse, donc puisqu'on a produit nos premiers mètres cubes de biométhane en fin 2019. Et donc, une avancée majeure assez récente, c'est que moins d'1 an après, on a pu également démontrer que ce procédé pouvait fonctionner, cette chaîne technologique développée et intégrée par Engie, permet aussi de valoriser des déchets type combustible solide de récupération. Et donc, on a produit en novembre de l'année dernière donc, nos premiers mètres cubes de méthane de synthèse à partir de CSR. Donc là, c'est pour redire la même chose. Et donc, en fait, sur ces essais-là, en fait, on a réussi, en fait, en très peu de temps à passer de la biomasse au CSR. On a pu démontrer que l'épuration du gaz de synthèse était suffisamment robuste et suffisante pour pouvoir aller jusqu'à la méthanation du syngas. Et puis, on a également en fait, mesuré vraiment plein de composés, que ça soit dans le syngas, dans les fumées, dans le méthane aussi de synthèse, pour voir quels sont les composés traces, les polluants inorganiques, par exemple, les soufrés, les chlorés, l'ammoniac, etc., etc. Et puis également dans les fumées, les NOx, les SOx, les HCT, les COV, les dioxines furanes, etc., pour vraiment voir ce que ça donnait. Et puis, on a également analysé aussi les résidus solides de ce procédé. Donc, d'un point de vue industrialisation, donc, le projet Gaïa en fait, a permis à Engie d'aller vers l'industrialisation. Et donc, on est actuellement en phase d'industrialisation. Et donc, la première unité commerciale qui commencera à être construite à partir de 2023, donc sera basée sur le procédé Gaïa. Et donc, on prévoit notamment un début des opérations vers 2026. Donc, cette unité, ce démonstrateur commercial sera localisé au Havre, sur la zone portuaire, et donc aura une taille d'environ 20 MW pour resituer par rapport aux tailles évoquées par Sandy et Bertrand juste avant. Et donc, elle sera notamment alimentée en déchets type déchets bois ou combustible solide de récupération. Et donc, pour finir, donc, la plateforme Gaïa était jusqu'à présent dédiée à la conversion de biomasse pour la production de biométhane ou de méthane de synthèse. Très récemment, on a également fait évoluer la plateforme pour être en mesure d'utiliser des déchets. Donc, on va continuer à essayer d'élargir le panel de déchets qu'on peut traiter par ce type de procédé. Parce que l'objectif, c'est de pouvoir atteindre des déchets qui ont des coûts les plus bas possibles, les plus négatifs possibles, pour augmenter la rentabilité.
Et puis également, donc c'est vraiment, on veut que cette plateforme soit une plateforme dédiée à la production de gaz renouvelable par pyrogazéification. Et donc, on va également regarder à convertir cette plateforme pour la production d'hydrogène. Puisqu'en fait, d'après les premiers travaux qu'on mène depuis quelques années, plutôt à l'échelle laboratoire, on peut avoir effectivement, sans trop d'adaptation, la production d'hydrogène par une chaîne assez similaire. Et donc demain, on est ouvert aussi, on est en plein on va dire, en plein brainstorming, et on est en train de rassembler des consortiums de partenaires pour monter des nouveaux projets de R&D autour de cette plateforme. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter par mail. Également, donc, on envisage d'ouvrir cette plateforme pour des porteurs de technologie qui aimeraient tester leur technologie, par exemple de d'épuration du syngas ou d'épuration du méthane de synthèse type méthane deuxième génération, pour pouvoir dire, voilà, on a testé sur gaz réel. Ça peut être d'autres types de technologies. Voilà, aujourd'hui, on est ouvert, comme je disais, il y a encore de la place pour pouvoir tester d'autres technologies. Et puis enfin, donc on se veut être une plateforme pour disséminer et communiquer des résultats. Donc le but, c'est de fournir aussi un retour d'expérience pour permettre le développement de la filière. Donc on alimente notamment, sans évoquer donc le club AT2E pyrogazéification, donc sur des données expérimentales autour de cette plateforme. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Merci beaucoup, Marion. Je vois qu'on a de nombreuses questions. Peut-être, Paul, si tu nous l'accordes, on peut se garder 10 minutes pour répondre aux questions-réponses et conclure par la suite. Bien sûr, Sandy. Merci. Continuez. Notamment des questions autour de la méthanation. Donc, quelle technologie développée par Engie pour méthaner le gaz? Alors... Pardon, c'est la question, quelle technologie, c'est ça? Oui, ouais. Pour la méthanation. C'est une technologie de méthanation catalytique à lit fluidisé, ce qui en fait permet d'être isotherme. Donc, c'est-à-dire qu'on refroidit pendant la réaction de méthanation qui est exothermique. Donc aujourd'hui, vous avez surtout en termes de méthanation catalytique, vous avez principalement des technologies à lit fixe qui sont par exemple très souvent adiabatiques, mais vous avez aussi parfois de l'isotherme, mais très souvent adiabatiques où en fait vous allez augmenter en température dans le réacteur. Et comme la réaction est défavorisée quand on élève la température, du coup vous allez être obligé de refroidir de façon intermédiaire avant de retourner dans un autre réacteur de méthanation, comme c'était le cas par exemple sur le site de Gobigaz. Comment avez-vous solutionné la problématique des goudrons? En fait, actuellement, on n'a pas eu tant de problématiques sur les goudrons. En fait, donc on a une première étape de refroidissement du gaz de synthèse, mais au-dessus d'une certaine température pour éviter de condenser les goudrons les plus lourds. Ensuite, on a une partie vraiment de lavage du syngas, où là, on capte une très grosse partie des goudrons lourds et une petite partie des goudrons légers, type benzène, toluène, etc. Et puis ensuite, donc, on a des colonnes d'adsorption qui permettent de récupérer les dernières parties de goudron léger. Donc aujourd'hui, on n'a pas eu de problématiques spécifiques liées à ça. Quels seront les usages pour le projet Salamandre? On envisage à la fois, j'imagine la question c'est autour de l'utilisation du méthane de synthèse. Donc ce qui est envisagé, c'est à la fois pour une utilisation type injection dans les réseaux et également pour un usage mobilité, notamment mobilité lourde. Et également, donc, on l'a évoqué tout à l'heure, la filière permet de produire pas mal de chaleur. Tout dépend on va dire, de l'intrant et des scénarios de la chaîne procédée, mais on peut produire, typiquement sur une unité de 20 MW de biométhane, on peut produire entre
si c'est 10 MW de chaleur supplémentaire. Et donc, il y a aussi, on regarde des exutoires pour cette chaleur, notamment dans la zone portuaire. Yara partenaire. Oui. Oui, ça fait partie. Moi, je ne suis pas directement impliquée dans les discussions avec les partenaires industriels, puisque je suis plus côté R&D, mais il y a une autre équipe qui s'occupe effectivement du projet industriel. Je ne saurais pas vous dire exactement les partenaires retenus à date. Et donc, je ne peux pas vous dire du coup s'ils seraient intéressés. Par l'ammoniac produit, on en a très peu quand même. Ça reste quand même des traces, des traces d'ammoniac. Quelle est la part de consommation d'électricité sur le bilan environnemental global? Quel facteur d'émission retenu pour l'électricité pour le bilan RED 2? Alors, c'est une très bonne question. En fait, donc, j'ai plus le chiffre exact, le pourcentage exact, mais effectivement, la consommation d'électricité, elle représente, je crois, jusqu'à 20% de mémoire du bilan environnemental global de la chaîne. Et donc, ce qui fait que quand on se situe dans un contexte français, avec une électricité qui est plutôt décarbonée, on a effectivement donc, une réduction des émissions de gaz à effet de serre globalement plus importante que si on se situait dans la moyenne, dans le contenu carbone moyen au niveau européen. Et donc, le facteur d'émission, je ne l'ai plus en tête, mais je peux vous le redonner. Je note. Des tests ont été effectués sur le bois de classe B. Non, pas encore. Mais en fait, on se dit que on a fait un peu le grand écart entre la biomasse propre et les CSR qui sont plutôt à l'opposé en termes de qualité. Et donc, le bois de classe B, en fait, on n'est pas tant inquiet que ça. Puisqu'en fait, ça va être principalement du bois, comme on a pu le tester sur la biomasse, mais avec plus de polluants. Et donc, on l'a testé notamment avec les CSR, le plus de polluants. Et donc, ça fait partie des intrants, effectivement, qu'on veut utiliser dans cette filière, mais on ne l'a pas testé encore. Utilisez-vous des moteurs de Stirling? Non, pas du tout. En fait, j'imagine que c'est pour la production de... Non, on n'utilise pas du tout de moteur de Stirling. En fait, on regarde très peu la production d'électricité. Alors, c'est aussi très spécifique au cas français parce que, comme je disais, le contenu carbone de l'électricité en France fait qu'on n'a pas tant intérêt à valoriser à la fois la chaleur excédentaire ou convertir le méthane, ce qui n'aurait pas trop de sens. Vaudrait mieux convertir directement le syngas en électricité ou en chaleur en l'utilisant dans des moteurs gaz, par exemple. Mais effectivement, si on se place dans un mix européen, ça peut-être se réfléchir de diminuer la part d'autoconsommation d'électricité. L'unité Gaïa produit-elle du biochar? Une valorisation est-elle possible? Alors, en fait, comme l'a montré Sandy, la technologie Gaïa en fait, est en deux compartiments, donc un gazéifieur et un combusteur, ce qui fait qu'en fait, le char qui est produit par pyrolyse surtout, et qui est gazéifié aussi en partie dans la partie pyrogazéification, se retrouve dans le combusteur et donc est brûlé dans le combusteur. C'est ça qui va apporter la chaleur. Et donc, en fait, finalement, le résidu solide qui va nous rester, c'est surtout des cendres, mais qui peuvent contenir encore un petit peu de char dans une certaine mesure. Mais du coup, on regarde surtout la valorisation des cendres. Et je crois que j'ai répondu à la question dans la discussion tout à l'heure. Il y a plein de voies de valorisation qui sont possibles, de l'épandage jusqu'au pire cas qui est l'envoi en centre de traitement de déchets dangereux. Mais ça dépend vraiment de l'intrant de base et quel est son niveau de polluant dans l'intrant. Terega développe une technologie de méthanation. Oui, on connaît bien Metamag. Et en fait, alors c'est peut-être moins le sujet, mais effectivement, on connaît bien la technologie que Terega développe. C'est plus en fait applicable, je dirais, sur cette techno a un intérêt sur la partie sur le secteur port to gaz, parce qu'effectivement le fait de pouvoir faire du stop and go en fait grâce à l'induction magnétique peut avoir un intérêt dans la filière port to gaz.
Avez-vous essayé de passer des OMR? Alors, je ne peux pas répondre sur ça, parce qu'en fait, on est vraiment dans des campagnes de tests. Voilà, on a fait les premiers tests l'année dernière. Ce que je peux vous dire, c'est que les CSR qu'on a fait passer sont des CSR qu'on trouve sur le marché français, mais à ce stade, je ne peux pas vous communiquer plus d'informations sur ceux qu'on a testés. Faites-vous un traitement particulier des fumées? Non, en fait, c'est pas tant particulier, et ça rejoint en fait un peu, pour compléter ce que disait Bertrand tout à l'heure. En fait, on a par exemple une chambre de post-combustion, on a un filtre aussi pour capter les particules qui pourraient être envolées, donc typiquement les cendres, un petit peu de char. Et puis nous, on a un matériau de lit qui est l'olivine, qui est une matière minérale, ou ça pourrait être du sable également. Qui se retrouvent aussi. Et puis, on a également, voilà, on ajoute certains additifs aussi pour capter d'éventuels composés type inorganiques. Et puis après, on a en fin de chaîne une torchère. Mais pour compléter ce que disait Bertrand tout à l'heure, en fait, ce qui est intéressant par le procédé qu'on utilise, c'est qu'on va réduire presque d'un facteur 10 le volume de fumée par rapport à de la combustion directe de la biomasse ou des CSR, par exemple. Puisqu'en fait, on va d'abord réduire, on va réduire en fait l'intrant initial sous forme de char, on va gazéifier une partie de ce char, et une autre partie du char va se retrouver dans le combusteur. Et ce qui fait qu'en fait, la quantité d'air nécessaire pour brûler est beaucoup plus faible que de brûler directement l'intrant initial. Et donc, on va avoir des volumes de fumée beaucoup plus faibles et du coup des équipements de traitement des fumées qui ont aussi des tailles réduites. Et donc, on économise aussi en termes de coûts sur cette chaîne de traitement. Je ne sais pas s'il me reste du temps, je vois qu'il est déjà 15h39. Pensez-vous aux intrants boue urbaine pour Gaïa? Alors, c'est une très bonne question. Oui, enfin, ça peut en faire partie, mais la question, c'est plus d'avoir peut-être un pré-traitement sur les boues, au moins un séchage, puisqu'on ne peut pas, dans la gazification, il faut qu'on ait des intrants qui soient quand même à des humidités inférieures à 20%. C'est ce qui est plutôt préconisé, parce que sinon, vous allez diminuer largement les rendements énergétiques de l'installation, sachant que le séchage est réalisé plutôt à basse température, c'est-à-dire inférieure à 90 degrés, et donc c'est pas de la chaleur, c'est de la chaleur fatale qu'on va utiliser et pas de la chaleur qu'on peut valoriser à l'externe. Très bien, merci Marion. Le temps file et une conférence va bientôt démarrer. Donc merci en tout cas à tous pour votre participation à cette conférence. Donc en quelques mots, la pyrogasification pour injection de gaz dans les réseaux permet de valoriser les déchets qui ne trouvent pas de voie de valorisation par les voies conventionnelles en produisant un gaz localement qu'on peut injecter dans les réseaux. C'est une filière dynamique avec plusieurs projets commerciaux et démonstrateurs qui voient le jour en France. C'est une filière qui a également démontré la faisabilité technique de la production de gaz, comme on vient de le voir avec la présentation de Marion sur Gaïa, qui a produit du biométhane à partir de CSR ou de biomasse. Et sur le démonstrateur Gobigaz, qui a injecté du gaz issu de pyrogasification de biomasse forestière. Pour tout complément d'information sur la pyrogasification pour injection, on se tient tous à votre disposition, que ce soit via les rendez-vous d'affaires, via la plateforme Bio360 ou par mail. Et si vous souhaitez poursuivre sur la thématique des gaz verts et notamment de la pyrogasification, nous vous invitons à rejoindre la conférence sur la table ronde de gaz vert de l'AT2E, où est notamment présente Madeleine Alphen, déléguée générale du club pyrogasification. Et vous y retrouverez également sur la pyrogasification des informations autour du projet Cometa, notamment via le SICTOM, qui est le syndicat qui traite les déchets de l'Île-de-France. Merci encore à tous pour votre attention. Très bon salon et bonne fin de journée. Au revoir.